Bonjour, bienvenue à la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord pour le colloque Savoir, Société, quelle place pour la fabrique des communs. Donc pour cette dernière demi-journée, les discutants des tables rondes vont réaliser une synthèse des échanges de la veille, voilà, pendant 1 heure. Puis de 10h30 à 12h30, les coordonnateurs de recherche de la MSH Paris-Nord discuteront des impacts de tous les échanges du colloque sur les problématiques de leur axe. Voilà, donc je rappelle que l'enregistrement du colloque n'est pas autorisé, mais que la MSH Paris-Nord mettra à disposition sur son site internet très prochainement une restitution vidéo. Voilà, donc je vais lancer la session de synthèse et donner la parole aux différents discutants des tables rondes, c'est-à-dire Benjamin Coria pour la table ronde commun, bien commun, quel contenu, quels enjeux. Suivi donc après à Philippe Bouquillon pour la table ronde commun et numérique. Emmanuel Lallemand et Fabienne Orsi pour la table ronde Les communs dans la cité. Et enfin, Laure Pitti et Émilie Counil pour la table ronde santé, la santé comme commun. Voilà. Donc je laisse la parole à Benjamin Coria, professeur émérite d'économie, coordonnateur de l'axe de recherche mondialisation, régulation, innovation à la MSH Paris-Nord. Voilà. À vous, Benjamin. Bien. Bonjour à tout le monde et de nouveau merci d'avoir organisé ce beau colloque. Donc, brièvement, qu'est-ce qui s'est passé dans notre table ronde? Alors, comme l'a rappelé Marianne, cette table ronde, elle avait un peu une fonction introductive en définissant un certain nombre de catégories autour des communs, liés aux communs, etc. Alors en fait, pour délivrer nos conclusions, si je peux dire, en un seul mot, après je reviendrai sur les détails, je dirais que cette table ronde, elle a mis en évidence 2 choses. Premièrement, la diversité et la variété des formes de communs, ça c'est vraiment un point tout à fait essentiel. Je vais y revenir. Et puis deuxièmement, elle a mis en évidence leur capacité à investir, et j'ai presque envie de dire à subvertir tout un ensemble de catégories, je dis bien de catégories conceptuelles et de pratiques. Voilà. D'ailleurs, les 2 choses sont liées. C'est parce qu'il y a une variété de formes de communs qu'il y a une capacité des communs à s'investir dans des champs multiples, dans des pratiques multiples et dans des catégories multiples. Alors, plus en détail, je dirais, à partir de chacune de nos interventions, enfin des gens qui sont intervenus pendant cette table ronde, comment ce que je viens de dire peut être décliné, parce que on ne s'était pas vraiment concerté, mais enfin, comme on se connaît bien, c'était pas étonnant que nos propos soient convergents. Alors, sur ma propre intervention, si je peux dire, puisque j'ai fait la première intervention de la table ronde autour de commun et bien commun, moi j'ai rappelé ce qui me paraît être les 3 grands moments fondateurs des communs. Le moment Ostrom, les années 80, où sont concernés essentiellement des, on va dire, petits ou moyens communs fonciers, le moment logiciel libre et commun numérique, avec Stallman, où c'est très différent, parce que ce sont des communs d'accès universel, parce que l'information est un bien non rival, et donc on peut construire de l'accès universel, y compris d'ailleurs avec des communautés qui peuvent être étroites. Cas de Wikipédia, il y a assez peu de gens, finalement, etc. Et puis le 3e moment, qui est le moment Rodotà, de la commission des juristes italiens, et qui est un moment, moi je considère en tout cas, qui est le moment fondateur de la notion de bien commun, beni comuni. Et les biens communs, ce sont ceux qui ont une relation avec les droits fondamentaux de la personne,
et avec le développement humain en général. Alors, il s'agit là de la santé, de l'éducation, ou, dans un autre ordre d'idée, du climat, des pôles, de l'atmosphère, des mers, voilà. Alors, le propre de ces communs-là, c'est que ce sont des communs virtuels et qu'ils ont, enfin, virtuels, c'est des biens communs, mais ils ont à être constitués juridiquement. Donc, il y a tout un travail à faire, et évidemment, il faut des communautés pour porter cette constitution juridique. Voilà pour la première intervention. Donc, vous voyez, diversité des formes de communs qui sont pensées et conceptualisées à des moments différents, avec des enjeux différents. Bien. Deuxième intervention, celle de Sarah Van Uxem, qui est une collègue juriste à Nice, qui a repris un peu, on va dire, l'ensemble de ses travaux, mais qui nous traverse à nous tous, qui travaillons sur les communs, et qui porte sur précisément ce qu'elle appelle protéger la diversité juridique des formes de communs, de la propriété en particulier, pour protéger le développement des communs eux-mêmes. Alors, ici, c'est un débat entre juristes, mais qui nous concerne absolument tous, qui est quel est le statut de la propriété et que faut-il entendre par propriété. C'est imposé l'idée que dans le Code civil, l'article 544 en particulier, met en avant des formes exclusives de propriété, alors que c'est le travail des juristes d'aujourd'hui, notamment ceux qui travaillent sur les communs, de montrer que d'abord cette forme exclusive, sous sa forme exclusive, n'existe pas. Bien sûr, je peux jouir absolument du fait que je dispose d'un poids de 5 kilos, mais je ne peux pas le jeter par la fenêtre. Donc même sur la propriété exclusive, il y a toute une série de limites. Ensuite, et là d'ailleurs Sarah reprend, en tout cas rencontre des travaux qui ont été menés aussi par Fabienne Orsi, qui va parler tout à l'heure, la propriété est conçue comme un faisceau de droit, où il y a un ensemble d'attributs, d'usage, de prélèvement, d'échange, etc., qui sont associés à la propriété. Et à partir de ces différents attributs, on peut fabriquer différentes formes de propriété inclusive au lieu de faire de la propriété exclusive, comme le prétendent un certain nombre de juristes à partir de l'article 544. Et le travail enfin, la présentation de Sarah, qui est d'ailleurs disponible dans un article dont je recommande vivement la lecture, on mettra ça sur le site le moment venu. Le point fort aussi de la présentation de Sarah, c'est de dire que cette variété des formes de propriété, c'est ce qui permet la variété des communs et la diversité des communs. Et bon, moi qui ai travaillé en économie, la question de la variété et de la diversité, elle est fondamentale, parce que c'est la condition de l'innovation, parce que c'est la condition de la vie. Et donc, ce trait de la variété, de la diversité des formes juridiques, c'est un trait fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Voilà. Troisième présentation, alors là, nous avions invité Stéphanie Léronas, qui dirige à l'AFD, l'Agence française de développement, le département recherche, et notamment le département sur les communs. Et là, on a eu vraiment la démonstration des communs à subvertir, c'est ce que je disais tout à l'heure, des pratiques et des institutions. Stéphanie Léronas nous a expliqué que à l'AFD, on avait une vision extrêmement verticaliste, une vision extrêmement infrastructuraliste, c'est-à-dire que la banque fabriquait des routes, des barrages, des grands programmes en connivence, j'emploie le mot presque à dessein, avec des États dont la légitimité n'est quand même pas très grande dans beaucoup de cas, bien.
Le mouvement des communs, la catégorie de communs a changé les visions et elle a ouvert la possibilité de partir des communautés de base, de les accompagner pour assurer leur développement. Donc c'est pratiquement une autre vision du développement. De la même manière, ça a changé le récit du développement. Le récit du développement était beaucoup basé sur la notion de bien public global, avec par exemple sur le climat, l'illusion qu'on pouvait introduire des réglementations par le haut, identiques. Hein, le Tchad et les États-Unis auraient la même taxe carbone, enfin toutes sortes de folies de ce genre qui sont fortement répandues parmi les milieux d'économistes dominants. La notion au contraire de bien commun global fait partir de la diversité, vous voyez, on retrouve cette notion des territoires et de leur spécificité, et permet de développer, par exemple, sur les pratiques anti-réchauffement climatique, des choses tout à fait diverses, décentralisées, accompagnées par des autorités publiques. Vous savez, par exemple, lorsque Trump s'est retiré de la COP 21, eh bien, plus de 40 villes aux États-Unis ont dit « nous, on y reste et on continue ». Eh bien, c'est ça l'approche par les communs. Ça veut dire que, au-delà des visions verticalistes, il est possible que des communautés s'agrègent pour combattre, y compris des fléaux globaux. C'est d'ailleurs ce que Ostrom appelle de la gouvernance polycentrique. Vous voyez, donc variété, polycentricité, etc. Les communs sont à l'origine à la fois de pratiques et de catégories nouvelles. Voilà le message qui ressort de notre table ronde. Je vous remercie. Nous allons passer la parole maintenant à Philippe Bouquillon pour la deuxième table ronde commun et numérique. Merci Marianne, bonjour à toutes et à tous. Nous avions donc dans cette table ronde deux interventions assez différentes. L'une sur le programme FAUST, qui pour dire les choses rapidement est un programme de développement de code informatique pour la création musicale, et l'autre sur un programme de recherche multidisciplinaire, TAPAS, qui porte sur les plateformes qui s'inspirent des communs, qui se situent finalement au point de rencontre entre les perspectives des communs numériques et de la tradition de la coopération. Alors, au-delà de ces différences, ces terrains présentaient quand même des perspectives communes, et je vais commencer par en pointer quelques-unes. Dans les deux interventions, on a pu saisir l'importance, et ça vient d'être aussi redit par Benjamin Corria, l'importance de la question des communautés, de leur organisation, de leur régulation. Ainsi, il y a une question dans la salle d'un membre de la MSH, ainsi bien sûr que des modes de rétribution monétaire ou non monétaire des différents contributeurs. Ça, c'était le premier point commun qui est apparu assez fortement. Deuxième point commun, c'est la question de la gratuité, ou en tout cas de la question de la non-monétisation, avec derrière, bien sûr, les enjeux de réciprocité. Là encore, c'est un élément central qui anime ces différentes formes de commun. Troisième fil directeur à ces deux cas, la question des cadres normatifs. On s'aperçoit qu'avec les communs, on a des cadres normatifs, des cadres idéologiques qui sont assez largement partagés par les commoners. La culture du code d'un côté, la volonté d'échapper à l'emprise des plateformes marchandes de l'autre. Voilà, donc ça, c'est une dimension importante qui cimente ces communautés. Quatrième aussi point de mise en perspective, l'inscription des réalités étudiées entre une volonté de s'inscrire dans les communs, dans leur idéal, et de l'autre, des récupérations marchandes toujours possibles. Et se greffe à cette tension
et on l'a bien vu avec Tapas, la possibilité pour certains de ces acteurs de profiter de certaines formes de marchandisation contrôlée pour justement mieux assurer la non-monétisation des rapports avec les usagers. Donc voilà, cette tension, il faut aussi l'avoir, peut-être la faire évoluer, la voir de façon plus complexe. Cinquième élément de mise en perspective, et ça c'est vraiment à mon avis très très important, c'est le caractère difficilement soutenable à long terme de beaucoup de ces activités qui se réfèrent au commun sans le soutien des pouvoirs publics. On a vu que de façon différente, mais dans les deux cas, la question de la participation des pouvoirs publics, de financement notamment, était posée. Donc en fait, on voit que cette question débouche sur la question des transformations des politiques publiques, notamment, mais pas seulement, au niveau local. À travers ces expériences de commun, ce sont aussi de nouvelles propositions de politique publique qui s'élaborent. Alors, on a vu aussi des éléments plus spécifiques qui ont été mis en avant. Alors, je ne vais pas les détailler parce que ça en prendrait trop de temps. Je vais me contenter d'en citer trois. Dans le cas de Faust, on a vu quelque chose qu'on connaît bien au sein de l'Axe 1, une tension finalement entre des formes de culture qui relèvent plutôt de l'expérimentation et des formes de culture plus industrialisées. Et bien évidemment, c'était d'ailleurs l'origine de l'Axe 1, eh bien, dans les formes les plus expérimentales, il y a de l'industrialisation, et dans les formes les plus industrielles, il y a de la création. Voilà, donc là, cette tension était tout à fait intéressante. Du côté de Tapas, on a vu poser la question des enjeux géopolitiques. C'est revenu dans les discussions. La question, bien sûr, des infrastructures, du rôle des GAFAM dans les infrastructures, la question de la souveraineté numérique. Ces projets se heurtent aussi à cette question de l'inscription des plateformes dans des réalités infrastructurelles. Enfin, les travaux anglo-saxons sur les infrastructure studies sont très nombreux, et on le sait. Du côté de Tapas aussi, a été évoquée la question de la dénumérisation. Question en effet très intéressante par rapport à la thématique des algorithmes. Et parmi tous les enjeux qu'elle soulève, il a été souligné qu'elle soulève aussi un enjeu de coût dans les plateformes, parce qu'il faut penser à des formes de coordination qui sollicitent moins ou différemment les algorithmes, et ça suppose des réflexions particulières en termes de développement. Et puis, je vais peut-être finir, pour ne pas prendre trop de temps, sur deux points qui ont été abordés de façon sans doute trop rapide par manque de temps, mais qui pourraient être des pistes pour continuer le travail. Un premier point sur la sociologie des commoners. Qui sont-ils? Quels sont leurs rapports à ces outils ou à d'autres outils? Ou ont-ils un rapport exclusif à ce type d'outils? On voit ici que si on veut comprendre les frontières, les circulations des usagers entre les communs et des formes qui ne relèvent pas des communs ou qui en relèvent peut-être moins, sans doute serait-il nécessaire d'avoir aussi un regard sociologique. Alors, je pense que notamment dans Tapas, c'était présent, mais que ça n'a pas pu être évoqué faute de temps. Et puis, autre élément qui, là aussi, faute de temps, n'a pas pu être totalement creusé, c'est la question des enjeux transnationaux. On sait bien que, bien évidemment, certaines de ces plateformes pourraient se développer ou se développent à des échelles transnationales. Donc là, ça soulève des questionnements aussi relatifs à certains égards à la circulation des produits culturels, à la circulation des modes de faire, des questions de régulation,
de la façon dont les expériences sont évaluées. Enfin, un ensemble de questionnements assez vastes autour de la dimension transnationale. On en reparlera sans doute tout à l'heure, hein, lorsque on évoquera les questions qui se posent pour les axes. Voilà, donc au-delà des différences entre les deux interventions, hein, on a vu qu'en effet, elles ont soulevé des problématiques tout à fait riches. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Nous allons donc passer maintenant à la synthèse de la troisième table ronde. Et donc, je donne la parole à Fabienne Orsi et Emmanuel Lallemand. Donc, pour la table ronde, les communs dans la cité. Bonjour. Fabienne, tu veux commencer? Oui, je vais peut-être commencer. Je vais dire quelques mots et puis je te donne la parole ensuite. Donc, je pense que, c'était déjà inscrit dans le programme, mais l'objectif de cette table ronde avait été vraiment focalisé sur la question de comment, en fait, l'approche par les communs vient réinvestir la cité. Mais quand on entend cité, c'était pas la cité en tant que ville, en tant que structure ou en tant que territoire, bien qu'en fait le lien avec le territoire est effectivement très étroit. Mais en fait, la cité entendue en tant que question politique, c'est-à-dire la chose publique, en l'occurrence la res publica, et comment à partir de l'exposé d'initiatives concrètes, on observe en fait une réappropriation collective de cette chose publique et qui se concrétise la plupart du temps par l'apparition d'une composante citoyenne. Alors aussi bien par rapport en tout cas des deux exposés, aussi bien celui de Mattei que celui de Anna Sofia Alvarado, une composante citoyenne, d'un côté les Fab Labs, de l'autre côté des collectifs d'artistes, de chercheurs et de chercheurs qui entendent bien contribuer à des activités qu'on pourrait qualifier vite d'intérêt général, là où jusqu'ici cela relevait en fait soit de l'État et ou des institutions publiques, voire même avec une contribution du rôle de l'industrie pour ce qui concerne les Fab Labs. Donc ce sont en fait, ça qui est intéressant il me semble, c'est que dans ces deux cas précis, on verra qu'avec Jankel Fijalko, la question est un peu différente, hein, puisque justement lui se situe plus dans la question de l'espace privé que celui de l'espace public. Donc ce qui est intéressant ici, d'un côté dans le cas de l'Italie et de Naples en particulier, de l'expérience napolitaine et de celui des Fab Labs, c'est bien ça, c'est comment des collectifs qui se constituent, non pas pour eux-mêmes, mais pour contribuer, en tout cas avec l'idée de contribuer à une question d'intérêt général. Et bien évidemment, cela vient en fait percuter les institutions publiques, tout particulièrement l'État, viennent percuter la question de l'organisation classique en fait de l'organisation de la cité ou du gouvernement de la cité, et en fait ça met la plupart du temps sous tension l'intrusion, si je puis dire, de ce collectif citoyen, de ces acteurs tiers, vient en fait mettre sous tension la question justement du rôle des institutions publiques et viennent percuter l'organisation existante, mais viennent aussi questionner la question de la défaillance de ces institutions. Et ça, c'est au cœur de la question en particulier de l'exposé de Mattei autour du rôle du réseau des Fab Labs en France pour venir produire des masques là où il y avait une défaillance de l'État. Et donc, bien évidemment, on est confronté ici à la question de la défaillance des institutions publiques et celle de l'État en particulier. Et donc, du coup, ça nécessite, au-delà de ce constat de défaillance, ça nécessite incontestablement de repenser, en fait, les institutions publiques, non pas de les effacer, mais de les repenser, de repenser leur rôle, et en même temps de travailler sur l'articulation avec ces nouveaux acteurs de la sphère publique et les institutions existantes. Ça vient aussi réinvestir la question de la démocratie et de son régime représentatif. C'est une question qu'il faudra probablement creuser dans les recherches ultérieures à la MSH, dans différents axes probablement. Et ça vient surtout expérimenter de nouvelles formes de gouvernement des biens, des services et de l'espace public. Et en même temps, une redistribution des pouvoirs dans cette gouvernance de la cité où effectivement on observe de très fortes tensions malgré tout entre les différents acteurs en place et avec ce qui était intéressant aussi à la fois chez Anna Sofia et aussi mais en tout particulièrement chez Mattei, en fait avec une volonté souvent marquée de reprise en main en fait de l'État ou des institutions publiques sur ce qui relève de cette activité de la chose publique.
Et on voit ce qui était intéressant dans l'intervention de Yankel, mais ça peut-être que Emmanuel, tu pourras en dire un peu plus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, on change de registre, c'est-à-dire que avec Yankel, on part de l'idée avec la crise sanitaire et cette injonction du gouvernement à fermer ou à réduire l'espace public. En fait, on bascule dans la sphère privée et donc on n'est plus pour le coup, ou justement, peut-être que là, il faudrait un peu creuser, on n'est plus du tout dans la chose publique, on est dans la chose privée. Et en fait, on va s'intéresser en fait à la vie privée qui s'est réorganisée socialement en même temps du fait de la réduction de l'espace public. Et donc, c'est tout le travail d'enquête mené par Yankel autour justement de ce qu'il a appelé la réorganisation de micro-sociétés cohabitantes. Et en même temps, ici, on a affaire à d'après en tout cas l'approche de Yankel, mais on a affaire finalement il situe lui de fait le commun dans cet espace privé, de la vie privée, en opposition justement à l'espace public. Enfin, voilà, je te donne la parole, Emmanuel. Merci Fabienne. Vous m'entendez bien ? Oui, donc pour prolonger ce que tu dis, je trouve qu'effectivement le propos de notre table ronde qui voulait saisir les manières de réinvestir la cité à partir de la grille de lecture des communs, l'a montré qu'effectivement cette grille de lecture des communs, c'est une entrée mais finalement avec une grande variété interne. Surtout quand on analyse des cas comme les deux de Mattei et de Yankel, qui sont quand même liés à la crise du Covid. Alors notre table ronde, elle était présidée par Frédéric Gilly, qui est membre du conseil scientifique et qui est un spécialiste aussi des formes de démocratie participative et de débat public. Et il a voulu commencer justement en prenant l'exemple d'un débat public et de la manière dont il considérait qu'effectivement cette anecdote autour de la ville de Malakoff, qui avait engagé un débat public, avait montré effectivement à quel point, quand on donne la parole à des habitants, ils peuvent être effectivement coproducteurs et des coproducteurs très pertinents et quelquefois d'ailleurs assez surprenants de ce que sont les questions communes et les questions peut-être des communs. Et donc de démarrer là-dessus, et ensuite d'avoir effectivement Yankel qui lui aussi partait d'une conception des communs qui était plus vaste que le seul champ théorique des communs, ça a permis effectivement de montrer effectivement cette question de l'espace public. Je pense qu'il y avait une sorte de porosité et d'interaction très forte entre la notion de commun et la notion d'espace public, en fait, dans ces deux interventions. Donc Yankel, oui, effectivement, qui est urbaniste, sociologue et aussi géographe, posait cette question du retrait du commun à l'ère de la distanciation, c'est-à-dire qu'est-ce que devient le commun quand il n'y a plus d'espace commun, plus d'espace public, et qu'on est géré par ces questions de distanciation sociale, alors même que l'urbanisation est une ressource liée à la proximité des êtres, c'est un régime de densité et de coprésence dans les espaces publics. Et de voir à quel point, effectivement, la question n'est plus l'accès au commun de l'espace public, mais en est au contraire le retrait, voire la fuite. Et du coup, toute son analyse, et notamment l'enquête qu'il a pu mener pendant le Covid, une enquête donc quantitative, avec ces deux grandes catégories entre les stables et les déplacés, c'était intéressant parce qu'il y avait une vraie sociologie quand même à l'œuvre de ces deux catégories des stables et des déplacés, montrer effectivement comment ça pouvait créer ce qu'il a appelé des aires morales. Et à la fin, quand il nous a dit qu'effectivement, dans ces questionnaires, quand il interrogeait les gens sur leur rapport, effectivement, l'attrait pour les petites unités villageoises, pour les petites villes et pour la nature, n'était jamais évoqué seul, c'est-à-dire que certes, il y avait un attrait pour la nature ou pour les petites villes, mais aussi parce que ça permettait des sociabilités habitantes particulières. Et du coup, c'était là où effectivement, il parlait de reconfiguration, de micro-sociabilité, certes dans un espace privé, mais qui, je pense, débordait sur le seul habitat et sur le seul logement pour aller vers justement cette idée d'aire morale dont Yankel a pu parler. Ensuite, effectivement, Mattei Brodio nous a parlé du mouvement des makers,
sur lequel moi j'ai beaucoup appris parce que je ne connaissais pas, et sur la manière, effectivement, moi ce qui m'a intéressée, c'est dans cette histoire, dans cette genèse, de voir à la fois qu'il y avait une histoire internationale des makers, mais à quel point effectivement la France avait aussi une singularité là-dedans. Et c'est ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point ces communautés locales de makers venaient aussi reconfigurer cet environnement général et international des makers. Après, il a effectivement montré combien la crise du Covid avait pu montrer, bon, à la fois effectivement cette défaillance des institutions, mais aussi le bricolage même qu'il y avait avec les institutions, avec cette idée effectivement où les institutions étaient quand même dans une forme d'acceptation de ce qui se passait, tout en voulant se prémunir des risques que pouvait produire ce type d'initiative. Ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point il montrait que ces makers étaient en fait aussi constitués un monde d'interconnaissance, voire un monde d'entre-soi, catégorie qu'il n'a pas utilisée, mais quand même il montrait qu'il y avait une sorte d'homogénéité sociologique. Ça renvoie à ce que disait Philippe tout à l'heure peut-être sur la sociologie des commoners, qui serait peut-être intéressante à détailler ou en tout cas à développer. Ensuite, avec l'intervention d'Anna-Sophia, on était peut-être plus, même si elle ne l'a pas dit en tant que telle, dans un cas de commun urbain. Je ne pense pas qu'elle ait employé le terme de commun urbain, mais on était vraiment dans ce cas, effectivement, à Naples, dans un contexte de marchandisation de la ville, de voir comment, effectivement, avec l'occupation symbolique d'un lieu, la mutualisation des espaces, un espace vécu comme un mode de partage, avec une gouvernance par assemblée, un droit de jouissance collective, mais au final, quand même, un accord avec la municipalité qui fait effectivement qu'on peut passer de l'espace dit occupé à un espace libéré, et tout ce que cette terminologie permet de voir, et de voir aussi comme interaction avec des institutions. Donc juste, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette table ronde, c'est encore une fois cette idée de variété sur laquelle Benjamin Correa a démarré son propos, qui quelquefois échappe au champ vraiment bien défini et très puissant, un champ théorique des communs, mais qui a le mérite, je pense, de donner à voir ces différentes manières justement d'organiser la vie en commun. Et une variété qui peut aller depuis des pratiques très individuelles, voire de la sphère privée, jusqu'à des interventions collectives et qui peuvent avoir des effets sur des communautés plus vastes. Donc c'est ce qui me frappe aussi, c'est que on part finalement à chaque fois, me semble-t-il, de petites unités. On le voit, que ce soit pour les makers, que ce soit pour le cas de Naples, ou pour le cas effectivement qu'a pu décrire Yankel Fijalkov pendant le Covid. On a des toutes petites échelles, des petites communautés, mais finalement qui partagent des ressources, qui finalement peuvent avoir un impact pour des communautés beaucoup plus larges. Donc il y a cet effet de changement d'échelle qui me paraît intéressant. Autre point que j'ai un petit peu soulevé hier à l'issue de la table ronde pendant la discussion, c'est la question des méthodes. C'est-à-dire on voit à quel point cette question des communs, prise dans sa variabilité interne, fait aussi l'objet d'un certain nombre de méthodes, de protocoles d'enquête très différents. Depuis effectivement, avec Matej, on est vraiment, oui, dans une forme d'observation participante, d'implication, on est vraiment dans le chercheur engagé, embedded, comme on dit, c'est-à-dire le chercheur qui est pris lui-même dans un mouvement engagé, voire militant. Et qu'est-ce que ça peut donner effectivement comme type de résultat, jusqu'à effectivement des enquêtes quantitatives, comme ont pu le mener l'équipe du CRH avec Yankel Fijalkov, où là on est vraiment dans un questionnaire et dans le traitement d'un questionnaire assez impressionnant, avec plus de 3000 répondants, et comment on peut tirer les fils et comment traiter ce type de matériaux, jusqu'à une enquête qui est celle d'Anna-Sophia, où elle est effectivement sur le terrain, mais sans doute avec des entretiens, avec sans doute effectivement de l'observation, mais aussi une grille de lecture qui est autour effectivement des questions de commun en tant que tel. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui serait peut-être encore à déployer, c'est comment saisir en fait ces communs. Et puis aussi, dernière chose, peut-être ce qu'on appelle les vertus du localisme, c'est-à-dire en quoi, quand on travaille sur les communs dans la cité, il y a cette idée de local, de production d'une forme de localisme à chaque fois, qui est en jeu, pour lequel je n'ai évidemment pas de réponse aujourd'hui, mais qui me semble être à interroger, c'est-à-dire quand les communs s'intéressent à la cité, quand ils sont là pour réinvestir la cité, quelle est cette dimension qui est prise, sa territorialisation ou non, en quoi effectivement on va faire appel aux vertus d'un localisme réel, supposé, qu'on va chercher dans le passé,
ou dans le présent, ou qu'on va chercher dans d'autres formes, dans d'autres trames narratives qui sont peut-être quelquefois celles du rural pour penser l'urbain. Donc voilà ce que m'évoque cette table ronde et peut-être des questions qu'elle peut poser plus généralement. Voilà. Merci. Merci beaucoup Fabienne et Emmanuel. Donc on va passer maintenant à la synthèse de la 4e table ronde, la santé comme commun. Et je vais donner la parole à Laure Pity. Merci Marianne, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on t'entend bien. Super, merci. Merci beaucoup pour ce colloque et je tiens à préciser que je vais prononcer cette synthèse au nom des 2 discutantes que nous étions, Émilie Counil et moi-même. Donc synthèse de la table ronde que nous avons essayé de préparer à l'issue de la table ronde d'hier. Émilie s'excusant de ne pouvoir assister à la table ronde, à la poursuite de la discussion ce matin. Donc que nous a appris et que retire-t-on de cette table ronde, donc la santé comme commun, point d'interrogation. Que dit la santé des communs et que ne dit-elle pas, parce que c'est un des points sur lesquels la table ronde d'hier après-midi a beaucoup insisté et qu'amène à penser les communs sur les enjeux de santé, enjeux rendus plus aigus par le contexte de crise que nous traversons et dont il a été beaucoup question au fil du colloque. Donc un rappel dans cette table ronde co-organisée par Dominique Mémy et par moi-même, en charge donc du thème santé et inégalité, et Dominique, qu'on ne présente pas en charge de l'axe corps, santé et société de la MSH. Cette table ronde était aussi présidée par Anne Rasmussen, historienne des sciences et de la santé, membre du conseil scientifique de la MSH, et discussion menée en binôme avec Émilie Counil, épidémiologiste, elle aussi membre du conseil scientifique et moi-même sociologue, et nous comptions 4 intervenants. Donc table ronde dense, pluridisciplinaire, qui a amené à différents regards sur ces enjeux de santé. Donc 2 sociologues, Frédéric Pierru et Maud Gély, et 2 professionnels grands témoins, Candice Lafarge pour le collectif Interurgence et Jean-Christophe Weber, interniste aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Alors ce qui était intéressant et qui rejoint ce que disait à l'instant Emmanuel Lallemand, c'est que les lignes sur les méthodes et les positionnements, c'est que les lignes de partage entre sociologues et grands témoins étaient moins figées et moins étanches que cette présentation rapide ne pourrait le faire penser, au regard d'une part de l'engagement des premiers, mais aussi de l'expertise et de la réflexivité des seconds. Donc en préparant cette synthèse avec Émilie, nous avons fait le choix de relever d'abord, peut-être pour la restituer, un point saillant de chaque intervention. Donc celle de Frédéric Pierru a souligné la polysémie et la pluralité des domaines et des espaces des communs de la santé. Donc on retrouve un fil rouge, notamment souligné par Benjamin Correa ce matin. Polysémie, pluralité, que sont le service public de l'assurance maladie, les services de santé de proximité autour de la médecine de ville, le commun hospitalier, le service public du médicament ou encore le service public de la sécurité sanitaire. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de commun de la santé ? L'intervention de Maud Gély pour le collectif Trasoper a donné à voir, à partir d'une enquête dans une maternité privée, un contrepoint, à savoir les logiques de privatisation comme une sorte d'anti-commun. Les interventions de Candice Lafarge et de Jean-Christophe Weber ont donné à entendre 2 points de vue sur l'hôpital. Alors l'hôpital dans la cité, pour reprendre cette catégorie de Claudine Herzlich, que veut dire aujourd'hui remettre du sens, comme nous l'a souligné Candice Lafarge, dans le travail à l'hôpital et dans le travail pour l'hôpital public, un sens du commun, une mission de service public pour des soignantes et des soignants dont beaucoup fuient l'hôpital sous l'effet de la déshumanisation du travail et de la perte d'attractivité et de sens du métier. C'est ainsi aussi du Covid-19 comme catalyseur d'une crise hospitalière de longue durée que nous a parlé Candice Lafarge. Et c'est sur l'hôpital comme entité, et pas l'hôpital dans la cité, même si c'était aussi lié, qu'a porté l'intervention de Jean-Christophe Weber, et sur la parenthèse tout à fait spéciale, la bulle extraordinaire, je le cite, qu'a constitué la pandémie dans la crise longue que vit l'hôpital depuis plusieurs années, suspendant l'impératif de rentabilité et plus largement les différenciations entre services, entre catégories de soignants, entre patients, enfin suspendant un temps, puisque à l'issue de la première vague du Covid, ces logiques ont eu tôt fait de revenir au premier plan. Sur ce plan, les 2 professionnels grands témoins n'ont pas eu exactement la même appréhension de la crise sanitaire et on mesure là les effets de focale, qu'on se situe dans le temps critique ou dans un temps plus long, et les effets de position. Ce qui amène d'ailleurs à renouveler
l'appel qui me semble en filigrane des différentes synthèses, hein, c'est le bon côté d'arriver en dernière présentation de synthèse, c'est une sociologie des communeurs aussi, mais qui amène à s'interroger sur les modalités pour construire la santé comme commun, au sens des beni comuni, rappelés par Benjamin Correa, ces biens communs qui ont une relation avec les droits fondamentaux de la personne. Comment faire et faire commun à partir de positions différentes sur le droit à la santé et sur les manières de le faire valoir. Et ce d'autant que, comme l'a souligné Frédéric Pierru et comme l'a remis en perspective Anne Rasmussen dans sa conclusion, les communs de la santé reposent sur une définition qui ne se pose qu'en s'opposant, si l'on peut dire, en reprenant les termes tour à tour d'Anne et de Frédéric. Les 4 interventions ont donné des exemples de ce qui n'est pas commun. Tant les inégalités sont fortes, et d'ailleurs aiguisées par la crise en matière de santé, et en même temps souligner l'importance de ne pas céder à la paresse intellectuelle de l'unique posture d'opposition. Alors, pour autant, c'était important de retracer ce qui n'est pas commun pour réfléchir ensemble sur ce qui pourrait faire commun en matière de santé. Comment faire commun à partir de positions non seulement différentes, mais aussi inégales. Les interventions ont d'abord mis au jour des définitions, je le disais, en creux de ce qui ne fait pas commun, mais contribuent au contraire à l'individualisation, à la privatisation, à la marchandisation, à la libéralisation à tout craint de la santé. Donc avec plusieurs antonymes, hein, l'antonyme des communs que sont les inégalités sociales et spatiales de santé, dont on a rappelé d'ailleurs que le territoire sur lequel est implantée la MSH Paris Nord, en l'occurrence la Seine-Saint-Denis, est emblématique, comme l'a montré l'effet de l'épidémie sur ce territoire. Et en la matière, tant la discussion qui a suivi les interventions que la conclusion de la table ronde ont mis au jour une aporie, celle de la contribution du système de santé à la fabrique et à la perpétuation de ces inégalités. Et donc, à l'inverse, positivement, s'interroger sur les communs de la santé, c'est remettre au cœur des interrogations le système de santé et les manières de le penser comme commun. La discussion a été ouverte notamment par Frédéric Pierru sur le 100% sécurité sociale. Je n'y reviens pas. Autre forme d'antonyme des communs, qui contraste d'ailleurs avec un des éléments des communs qui a été identifié dans la première table ronde, c'est l'inégal accès à l'information. Émilie Counil, notamment dans sa discussion, a souligné le contraste entre l'effort d'open data en matière de données de santé et la difficulté d'y avoir accès, voire l'absence, ou pour le moins l'absence de transparence concernant certaines données, et celle sur la mortalité des soignantes et des soignants face à l'épidémie a été un point transversal de la table ronde d'hier après-midi. Et enfin, corrélativement, l'antonyme des communs, c'est aussi la responsabilisation individuelle à tout craint, hein, notamment alors le cas de l'exposition des soignants au sens large, pas simplement les professionnels de santé, mais dans la définition du care, l'ensemble des personnes qui prennent soin. Donc cette exposition des soignants à l'épidémie, et la question de savoir s'ils étaient contaminés sur leur lieu de travail notamment, ou s'ils étaient contaminés sur leur lieu de vie ou à l'extérieur de leur lieu de travail, reposait non seulement la question de la santé au travail, hein, santé, question essentielle dans une appréhension des communs de la santé, mais aussi mettait au jour tous les enjeux de responsabilisation individuelle qui viennent considérablement éroder ces communs. Ce sont donc les espaces des communs que la santé interroge et la définition même de la santé, à l'inverse, que les communs, quant à eux, interrogent, selon qu'on y mette le soin ou selon qu'on retienne la définition de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir pas uniquement l'absence de maladie, mais un état de complet bien-être physique, mental et social. Et donc cette table ronde sur la santé comme commun a montré combien restait entière et ouverte une définition positive de ces communs en matière de santé. Et sur ce plan, les sciences humaines et sociales ont un rôle à jouer. Et la table ronde l'a souligné en pointant les apories, rôle qui pointerait les apories et porterait la critique, notamment de la sacralisation du vivant au détriment de la vie sociale et des libertés. C'est l'opposition qu'a donnée Frédéric Pierru, notamment sur vie biologique et vie biographique, ou encore en appelant à ne pas penser la santé comme science, comme le soulignait par exemple Jean-Christophe Weber, en suivant Canguilhem et sa critique de la légitimité unique du biopouvoir qui fait fi de tout le reste, et notamment des autres dimensions de la vie et de la santé. Alors, dernier point, cette table ronde, elle a aussi mis au jour et ouvert l'importance des régimes d'historicité en la matière,
Et ça boucle peut-être la boucle avec les configurations de réflexion sur les communs, les 3 que mettait au jour Benjamin Corria au tout début. Réfléchir sur la santé comme commun, c'est réfléchir sur des configurations différenciées dans le temps, mais aussi dans l'espace, et aller à l'encontre de l'amnésie pour nourrir une réflexion sur les communs, comme y invitait Anne Rasmussen. Est-ce qu'on entend les formes de santé publique comme médecine sociale, comme seul hygiénisme, ou comme protection sociale, ou comme tout ça à la fois? C'est à ça que la table ronde a invité. Voilà. J'espère l'avoir restitué. Je vous remercie. Merci à tous pour ces synthèses des tables rondes. Maintenant, peut-être on peut débattre, vous pouvez débattre entre vous sur des questions qui seraient transversales aux tables rondes. Donc, moi, j'en ai listé certaines, mais Benjamin, je vous laisse peut-être la parole. Oui. Ou qui vous voulez, qui commence, comme vous voulez. Moi, j'avais une question éventuellement. Fabienne ? Allô ? Oui. Allez-y, Fabienne. Non, Benjamin, on t'entend pas en fait. Je crois Benjamin, il n'y a pas le micro. Mais bon. Pardon, oui, ça va. Je viens de mettre mon micro. Oui. Non, moi j'avais une question. J'avais quelque chose qui m'interpellait par rapport à l'ensemble de ces synthèses que j'ai trouvées très intéressantes. Et en même temps, il y a quelque chose qui m'a interpellée par rapport à nos travaux sur les communs, et une composante qui est très importante quand on travaille la question des communs, c'est celle de la gouvernance. Et il m'a semblé, en tout cas dans les synthèses qui ont été restituées, que finalement, cette dimension est très peu ressortie de l'ensemble des tables rondes. Donc, bien sûr, on pourrait revenir sur cette idée de gouvernance, c'est un mot qui fait un peu... mais en tout cas, elle est quand même au cœur, en tout cas, de la problématique des communs. En même temps, c'est assez relativement intéressant parce que c'est surtout là-dessus qu'on achoppe la plupart du temps. Et toutes les discussions qu'on a pu avoir, nous, au début de nos travaux sur les communs, donc il y a une dizaine d'années, notamment avec les juristes, effectivement, ils sont coincés avec cette idée de gouvernance et n'arrivent pas, commencent maintenant à y rentrer. Et c'est ce que a apporté les travaux de la commission Rodota en particulier, c'est bien ça, c'est que au-delà de mettre l'accent sur la notion de bien commun avec la notion de droits fondamentaux, comme l'a souligné Benjamin, la conception italienne des beni comuni, en fait, fait son incursion dans la question de la gouvernance et vient percuter effectivement la question de la redistribution des pouvoirs, de comment on gouverne un service et un bien public. Voilà. Et donc, par exemple, quand on pose la question de la santé comme commun ou comme bien commun, il me semble en tout cas que dans la table ronde qui a eu lieu hier, à aucun moment cette dimension n'a été mise en avant ou du moins interrogée. Et il me semble qu'il y a vraiment là quelque chose à creuser, qui est que cette composante essentielle n'a pas été au cœur, me semble-t-il, une fois de plus, du colloque. Oui. Si je peux rajouter un mot, je crois que c'est complémentaire de ce que vient de dire Fabienne. Moi, ce qui me frappe en écoutant les rapports, si je peux dire, des différentes tables rondes, mais aussi à partir de notre propre expérience de travail sur les communs, c'est la dimension, alors c'est lié à la gouvernance, mais je vais le dire autrement, c'est la dimension de refondation de la citoyenneté qu'implique le commun. Voilà. Il n'y a pas de commun sans commoners, et il n'y a pas de commun sans des commoners qui repensent leur rôle dans la cité, pour reprendre le mot de Fabienne, en tout cas, voilà, dans la société. Et c'est vrai que la question de la gouvernance et la question de c'est quoi la citoyenneté, au sens de la République refondée, au sens de la chose partagée, la chose commune, me paraît tout à fait essentielle. Moi, je pense, en tout cas, j'ai eu souvent l'occasion de le dire, que la puissance des communs, si je peux dire, notamment à l'époque actuelle, ça vient de deux choses. C'est que
c'est en prise totale avec la question de l'écologie, qui est la question fondamentale, me semble-t-il, du XXIe siècle, avec la venue de l'Anthropocène et l'ensemble des catastrophes qu'elle amène. Bon, et donc les communs sont nés sur des questions d'écologie, ils sont nés sur des questions de préservation des ressources, tout en permettant la préservation des communautés qui en vivent. Donc les communs sont nés dans cette relation-là, communauté d'humains, la question fondamentale humain et comment on préserve l'ensemble. Et puis la deuxième révolution que portent les communs, c'est justement celle de la citoyenneté, c'est-à-dire le fait que, aux formes classiques qu'on a inventées de délégation de pouvoir à travers la démocratie représentative, et qui sont en crise. Je ne dis pas qu'il faut s'en débarrasser, etc. Je ne dis pas du tout des choses comme ça. C'est probablement indispensable. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. On a parlé des failles du service public, on a parlé des États faibles, on a parlé des États corrompus, on a parlé de la défiance, du populisme, etc. Le commun refonde la citoyenneté, redonne de la dignité à la notion de république. Voilà. Et donc, je crois que ça, c'est un point très important, et très transversal à toutes les formes de commun et à toutes les disciplines. Laure, tu veux poser une question ? Oui, je voulais... alors, je vais peut-être enlever mon... Je ne sais plus comment on enlève. Ça y est, j'ai baissé la main. Je voulais moins poser une question que rebondir sur le fil de la gouvernance par rapport aux enjeux de santé, et rebondir sur ce que Benjamin Correa disait à l'instant aussi, sur pas de commun sans commoners, et pas de commoners sans repenser du rôle dans la cité. Sur le point, alors je l'ai peut-être pas assez avec Émilie, on l'a peut-être pas assez restitué dans la synthèse, mais il y a quand même un enjeu en filigrane sur la question de la santé comme commun qui est tout entier absorbé par la gouvernance, et c'est l'enjeu notamment de la gouvernance de l'hôpital. Frédéric Pierru a souligné tous les enjeux actuels de remise en cause de la tarification à l'activité. Le problème, c'est qu'on revient de tellement loin sur ces enjeux de santé actuellement qu'il faut, dans un premier temps, travailler empiriquement, comme les différentes enquêtes l'ont montré, sur comment fonctionnent ces systèmes de libéralisation, privatisation, dessaisissement, pour voir comment, et le collectif Interurgence représenté hier par Candice Lafarge l'a montré aussi, remettre du commun et proposer des alternatives. Mais il y a une telle technicisation de la gouvernance que le temps de la saisie fine de comment ça fonctionne pour proposer des projets alternatifs est nécessaire. Donc peut-être que voilà, c'était pour restituer ce point que gouvernance et politique de santé étaient au centre, même si en filigrane et peut-être pas assez explicité, mais le temps nous était compté, on était nombreux, de la table ronde d'hier, mais il y a eu un autre enjeu qui était le mirage du virage ambulatoire, souligné en filigrane par l'intervention de Pierru et repris par moi dans la discussion. C'est qu'aujourd'hui, la question du commun, si je peux le dire de manière un peu brutale et rapide, la question des communs de la santé en termes de politique de santé en France, c'est comment les institutions se refilent la patate chaude entre un hôpital qu'on va dessaisir en reversant des enjeux de santé sur une médecine de ville à qui on ne donne pas les moyens, et notamment à des collectivités territoriales, de mettre en place un authentique service public territorialisé de la santé. Donc voilà, c'est tous ces enjeux-là qui, me semble-t-il, ont traversé la table ronde d'hier et auquel je souscris complètement. C'est-à-dire, penser les communs, c'est penser la gouvernance, mais penser une forme de gouvernance qui soit revisitée. Et là-dessus, dernier point, les enjeux de démocratie sanitaire étaient aussi particulièrement centraux dans la table ronde, mais dont on montrait très bien qu'aujourd'hui, la démocratie sanitaire, notamment depuis la loi Kouchner en 2002, c'est un mot d'ordre qui a été peu à peu dessaisi d'un sens du commun. Et donc, le problème avec la santé, c'est qu'on est quand même aux prises avec des tas de mots d'ordre qui ont l'apparence du commun, mais n'en sont pas du tout. Voilà. Fabienne, vous vouliez intervenir ? Oui.
Oui, justement, je voudrais intervenir sur ce point-là parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites au sujet de la question de la gouvernance et des communs dans le domaine de la santé. Sauf que on est arrivé à un stade où effectivement le constat, justement, c'est tout ça l'enjeu dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'hôpital en particulier, c'est que le constat, effectivement, et sa technicisation, je suis d'accord avec vous, il faut démocratiser en fait dans un premier temps la question du discours très technique sur ces questions pour justement permettre une réappropriation citoyenne. Et là, collective, et là on retombe dans la question complètement des communs. Mais ce constat-là, il est fait depuis un certain temps, quoi. Donc c'est vrai que la crise sanitaire a mis en exergue, de manière encore plus forte, ce à quoi sont contraints notre système de santé, et c'est les questions de sa défaillance, et les questions de sa nécessité de le repenser, de le refonder. Mais je pense que vraiment le moment est venu en fait, et que en même temps votre table ronde, mais aussi ça en perspective, c'est-à-dire que le constat, les analyses de cette grande crise et de cette disjonction finalement entre le soin et la manière dont c'est gouverné a créé des situations complètement folles, quoi, et qu'il faut repenser l'ensemble du système public de santé. Mais maintenant, l'enjeu, il est vraiment justement de comment on le repense et comment on le refonde, pour rejoindre l'idée de Benjamin. Et donc, voilà, maintenant, je pense que l'approche par les communs doit être mise au service justement de comment on repense la santé et le système de soins. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais juste dire qu'on a commencé, nous, à engager ça avec plusieurs collectifs et citoyens, mais aussi le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux, à travers des ateliers justement qui visent à questionner à partir de la pratique des soignants et aussi en mettant au cœur le patient et la démocratie sanitaire, dont je suis d'accord avec vous, a complètement été galvaudée. Et donc, c'est tout ça qu'il faut repenser à travers des ateliers qu'on est en train de développer un peu partout. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le premier qui s'est monté à Montreuil, on aura un deuxième à Marseille, mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je trouve que c'est ça l'enjeu maintenant, et là, c'est-à-dire comment, à partir de l'approche par les communs en particulier, parce qu'on voit bien que là, il y a une ouverture, on peut se mettre tous ensemble pour repenser en fait l'hôpital et le service public en santé en particulier que l'on veut en fait. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Et Fabienne, est-ce que vous pourriez nous parler des ateliers là, que vous avez mentionnés? Ça serait intéressant. Oui, si vous voulez. En fait, ce sont des ateliers. Enfin, c'est un atelier qui a été mis en place suite à un appel qu'on a lancé cet été, qui est paru dans un journal, dans Mediapart particulièrement, qu'on a lancé avec plusieurs collectifs, donc les économistes atterrés, le collectif Interhôpitaux, le collectif Interurgence, le Printemps de la psychiatrie, les ateliers travail démocratie, qui ont été suivis par mais je pourrais vous faire passer, si vous voulez, un ensemble de collectifs et de personnes qui ont signé l'appel, visant justement à la tenue d'un atelier de réflexion et de travail sur comment refonder le service public hospitalier, en mettant au cœur la question du travail concret des soignants et en mettant au cœur la question de comment on réinvestit la notion, le collectif de soins pour repenser en fait la gouvernance. Voilà. Et donc, on a monté un groupe de travail qui a permis la mise en place d'un premier atelier qui s'est tenu à Montreuil le 10 octobre et dont on a fait un gros travail de synthèse depuis, qui est complètement accessible. Et il y a un deuxième atelier qui va se tenir à Marseille le 23 et le 24 janvier. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire comment, à partir, en travaillant ensemble, soignés, avec différents acteurs en présence, et à partir de comment on repense le soin, à partir du travail des soignants, comment on réinvestit cette histoire de collectif de soins, et comment on repense l'ensemble, alors en partant du service public hospitalier, mais en irriguant l'ensemble de la question du système de soins et de la question du service public de santé, et en plaçant justement l'idée de remettant l'hôpital dans la cité pour repenser le soin. Donc éventuellement, on pourra diffuser, si ça vous intéresse, la synthèse que l'on a produite. J'ajouterai une question pour Fabienne, de la part d'Isabelle Moine-Dupuis, qui demande s'il est envisagé un atelier consacré spécifiquement aux produits de santé, c'est-à-dire médicaments, dispositifs médicaux, etc. Je relais la question.
Dans le cadre de notre atelier, non, pas encore, mais comme c'est un atelier qui évolue, par exemple, dans l'atelier de Marseille, il va être question des données de santé, par exemple, ou des Health Data, du fameux projet du Health Data Hub qui a été au cœur de l'actualité récemment. Et donc, peut-être que pour le prochain, en tout cas, pas celui de Marseille. Ok. Ben, je vous remercie pour ces discussions très intéressantes et que nous allons très certainement, je pense, peut-être d'une autre manière prolonger dans la deuxième session de la matinée.